Vous connaissez l'histoire? Une jeune fille tombe dans un terrier de lapins et se retrouve dans un royaume peuplé de créatures qui parlent, de réunions chaotiques autour du thé et d'énigmes qui défient la raison. Depuis plus de 100 ans, Alice au Pays des Merveilles fascine les jeunes lecteurs du monde entier, avec sa galerie de personnages fantasques et ses aventures surréalistes. Pourtant, des preuves historiques suggèrent des origines bien plus anciennes et étranges que ce que la plupart des gens imaginent. Lorsque vous saisirez les véritables circonstances entourant l'œuvre célèbre de Lewis Carroll, votre perception de cette histoire d'enfance tant aimée en sera à jamais bouleversée. Elle agit comme une bombe sociale habilement déguisée en imagination, recelant certaines des vérités les plus troublantes sur la société victorienne. L'histoire commence lors d'un après-midi d'été apparemment anodin en 1862. Charles Dodgson, qui enseignait les mathématiques à l'université d'Oxford, accompagna 3 jeunes sœurs lors d'une promenade en barque sur la Tamise. La deuxième fille, Alice Liddell, qui avait 10 ans, s'impatienta et supplia Dodgson de lui raconter quelque chose de complètement absurde. Ce qui jaillit de son esprit lors de cette sortie allait se transformer en l'un des écrits les plus scrutés de l'histoire de la littérature. C'est pourtant précisément à ce moment-là que l'histoire de création, en apparence innocente, commence à s'effriter. À la mort de Dodgson en 1898, ses proches prirent une décision qui allait entacher à jamais sa réputation. Ils examinèrent ses journaux intimes et arrachèrent délibérément des pages entières, en particulier celles qui couvraient la période où sa relation avec Alice Liddell était la plus forte et où il écrivait son histoire. Imaginez ce bureau d'Oxford, quelques jours à peine après l'enterrement. L'odeur du cuir vieilli et du tabac flottait encore dans l'air. Ses sœurs s'étaient rassemblées autour du grand bureau en chêne massif où il avait rédigé ses récits fantastiques. Quelqu'un tourna la page au 27 juin 1863, une date qui aurait dû consigner un moment crucial dans l'histoire d'Alice. Ils parcoururent l'entrée, puis le silence s'installa, suivi d'un brusque souffle de stupeur. Sans un mot, quelqu'un sortit des ciseaux. Le bruit métallique de la découpe résonna dans la pièce, tandis qu'une page après l'autre était soigneusement détachée du volume relié. Selon certains récits, elles auraient été brûlées dans la cheminée. Les noms Alice et Liddell étaient visibles dans l'écriture méticuleuse de Dodgson, avant que le feu ne les efface à jamais. Les membres de la famille présents ce jour-là ont emporté avec eux, jusque dans leur tombe, tout ce qu'ils avaient découvert. Cet acte concret d'élimination, accompli par ses propres proches, suggère une révélation si catastrophique que les universitaires débattent encore aujourd'hui de sa nature. Qu'y avait-il donc dans ces carnets qui exigeaient une suppression aussi radicale du dossier historique? Il est nécessaire ici de comprendre le contexte. Dodgson, qui publiait sous le nom de Lewis Carroll, entretenait un nombre exceptionnel de relations avec des jeunes filles qui n'avaient pas encore atteint la puberté. Il prenait de nombreuses photographies d'elles, leur écrivait des lettres détaillées et inventait des histoires personnalisées rien que pour elles. Dans la culture victorienne, où la bienséance régissait chaque interaction sociale, ces relations suscitaient déjà des interrogations à l'époque. Pourtant, sans ces passages de journal supprimés, la véritable nature de ces sentiments demeure, comme l'a dit un chercheur, obscure comme un miroir enduit. Le manuscrit original révèle une autre facette. Lorsque Charles Dodgson écrivit pour la première fois les aventures d'Alice comme cadeau de vacances pour la véritable Alice Liddell, c'était une œuvre privée et intime, pleine de plaisanteries et d'allusions qu'elle seule pouvait comprendre. Mais lorsqu'il décida de publier l'histoire pour un public plus large, quelque chose de troublant se produisit. Il n'allongea pas simplement le récit, il y ajouta délibérément ses épisodes les plus sombres et les plus dérangeants. La scène où le bébé de la duchesse se transforme en cochon et celle du goûter chez le chapelier fou ne faisaient pas partie du cadeau initial. Carroll a choisi d'insérer ces éléments horrifiques dans ce qui était censé être une histoire pour enfants. Si nous ne pouvons que deviner ses motivations personnelles, nous pouvons néanmoins percevoir une forme distincte d'obscurité qu'il a volontairement tissée dans le livre publié. Il a transformé le manuscrit en un véhicule pour les cruautés cachées de son monde. Les épisodes où Alice boit des liquides étranges et mange des choses curieuses qui la font grandir ou rapetisser n'ont pas été empruntés aux mythes hallucinogènes que la contre-culture des années 1960 a revendiqués plus tard. La vérité est bien plus inquiétante et bien plus répandue.
À l'époque de Carol, l'opium n'était pas un stupéfiant obscur ou méconnu. Il était en effet très courant et largement répandu dans presque tous les foyers victoriens de cette période. Les archives historiques montrent que 5 familles sur 6 utilisaient couramment le laudanum, de l'opium sous forme liquide, pour traiter des maux allant du mal de tête à l'apaisement des enfants turbulents. Les mères en donnaient aux nourrissons pour les empêcher de pleurer. Les registres officiels des décès de l'époque recensent des cas qui horrifieraient n'importe quel parent d'aujourd'hui. En 1854, une mère londonienne nommée Sarah Whitfield a témoigné lors d'une enquête qu'elle avait donné à son bébé de 6 mois une cuillère à café de Godfrey's Cordial, un mélange d'opiacés largement vendu et destiné aux nourrissons, chaque soir pour qu'il reste calme pendant qu'elle travaillait des journées de 14 heures à l'usine. La bouteille trônait sur son étagère, à côté de la Bible familiale, son parfum agréable masquant la drogue qu'elle contenait. Un soir, elle donna la dose habituelle. Le bébé s'est tu, comme à son habitude, mais au matin, ses lèvres étaient bleues et son petit corps était froid. Le coroner a enregistré le décès comme un empoisonnement accidentel au laudanum. C'était l'un des nombreux décès similaires ce mois-là. Le soothing syrup de Mrs. Winslow, un autre sédatif pour nourrissons très populaire, contenait assez de sulfate de morphine pour tuer un adulte s'il était pris en grande quantité. Pourtant, les publicités montraient des nourrissons angéliques et promettaient aux mères des nuits paisibles. La façon désenvolte dont Alice avale des substances qui déclenchent ces transformations fait écho à la manière dont les Victoriens consommaient couramment des doses ordinaires d'opiacés. Pourtant, Carol a glissé quelque chose d'encore plus sombre dans son manuscrit étoffé. Rappelez-vous la séquence avec la duchesse et son nourrisson qui se transforme en cochon, un passage qu'il a délibérément ajouté pour la publication. Ce passage décrit la métamorphose troublante de l'enfant. Ses yeux rétrécissaient jusqu'à devenir anormalement petits pour un nourrisson, et son nez prenait de plus en plus l'apparence d'un groin de cochon plutôt que celle d'un vrai nez. La documentation médicale de l'époque de Carol décrit quelque chose d'étrangement comparable. Les bébés qui recevaient régulièrement des doses de laudanum de la part de leurs soignants déclinaient physiquement. Les professionnels de santé notaient que ces enfants affectés par la drogue se ratatinaient en de petits vieillards. Le lien est indéniable. L'enfant en pleine transformation abandonné par la duchesse n'est pas une absurdité. Il s'agit d'une accusation codée contre les mères victoriennes qui, littéralement, mettaient en danger leurs enfants par une administration négligente de narcotiques. La mort d'enfants due à un surdosage d'opiacés était, selon la terminologie technique de l'époque, un phénomène exceptionnellement fréquent. La même société qui médicalisait ses plus jeunes membres nuisait progressivement à ses artisans. Au sein du subtil bruissement du commerce, une autre forme de folie émergeait, le chapelier fou. Ce personnage tant apprécié, célèbre pour ses goûters absurdes et ses énigmes, dissimule une réalité encore plus triste. L'expression « fou comme un chapelier » n'était pas qu'une excentricité du langage victorien. Elle désignait une véritable maladie professionnelle dévastatrice qui ravageait les ouvriers à travers l'Angleterre. En 1860, dans une fabrique de chapeaux à Stockport, les ouvriers passaient des heures penchés sur des surfaces de feutrage, transformant des peaux de lapin en feutre pour les couvre-chefs des gentlemen. Le procédé utilisait du nitrate de mercure, libérant des vapeurs toxiques dans l'air. Thomas Corbett, l'un de ses ouvriers, avait été explosé pendant 8 ans. Chaque matin, ses membres tremblaient alors qu'il transportait des récipients remplis du mélange au mercure. L'après-midi venu, les tremblements s'aggravaient au point qu'il lui devenait impossible de manger. Sa femme pensait qu'il s'était remis à boire et ses enfants gardaient leur distance lorsque son comportement devenait imprévisible. Après 2 années supplémentaires, sa parole devint pâteuse et il se mit à avoir des hallucinations, voyant d'énormes lapins dans les coins de l'atelier. Ses collègues se moquaient de lui, le traitant de fou comme un chapelier, sans se douter qu'il souffrait d'un empoisonnement au mercure. Finalement, Thomas s'effondra à son poste de travail, son système nerveux de tri. Levin trouva son remplaçant en moins de 7 jours. Sa veuve n'a reçu aucune indemnisation. À l'époque de Carol, les fabricants de chapeaux utilisaient le nitrate de mercure pour transformer la fourrure de lapin en feutre. Jour après jour, ces ouvriers respiraient des vapeurs de mercure dans des ateliers dépourvus de ventilation adéquate. Le métal empoisonnait lentement leur système nerveux,
provoquant ce que les professionnels de santé appelaient le tremblement du chapelier, des secousses incontrôlables qui rendaient impossible de tenir une tasse de thé sans la faire trembler. L'empoisonnement attaquait aussi leur esprit, provoquant des hallucinations, des émotions instables et des troubles de la parole qui les faisaient paraître déséquilibrés mentalement. Les médecins étaient au courant de ce phénomène dès 1829. Des médecins français ont confirmé le lien en 1869. Pourtant, en Angleterre, la souffrance continuait. Les propriétaires d'usines savaient que leurs ouvriers étaient empoisonnés. Les autorités le savaient, le public aussi. C'était tellement courant que c'est devenu une expression, et pourtant rien n'a été fait. L'utilisation du mercure dans la fabrication des chapeaux n'a été interdite qu'en 1941, et encore uniquement parce que les forces armées avaient besoin de mercure pour les détonateurs d'explosifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, lorsque vous observez le comportement étrange du chapelier fou à son interminable goûter, vous n'assistez pas à un simple non-sens. Vous voyez la représentation saisissante par Carroll de l'indifférence systématique à la misère de la classe ouvrière, un personnage entier construit autour d'une maladie professionnelle que tout le monde connaissait, mais que personne n'a pris la peine d'arrêter. Et la reine de cœur, avec son cri perpétuel qu'on leur coupe la tête, apparaît comme une parodie excessive du pouvoir. Pourtant, Carroll glissait dans sa personnalité des observations politiques très précises. La scène où les ouvriers cartes peignent désespérément des roses blanches en rouge contient une allusion historique qui aurait été immédiatement évidente pour le public victorien. La rose rouge servait d'emblème à la maison de Lancastre. La rose blanche symbolisait la maison de York. Ces deux lignées royales se sont affrontées lors des guerres des Deux Roses, l'une des périodes les plus violentes de l'histoire anglaise, où la monarchie changeait de main par le meurtre et la décapitation. Durant l'hiver 1461, la neige de Taunton fut teintée de rouge par le sang de 28 soldats anglais, la journée la plus meurtrière de toute l'histoire anglaise. Des personnes étaient tuées simplement parce qu'elles portaient la mauvaise couleur de rose sur leurs vêtements. À Tewkesbury, en 1471, les partisans de Lancastre qui avaient demandé asile dans l'édifice religieux furent extraits et immédiatement décapités, leur seul crime étant leur fidélité à la rose rouge plutôt qu'à la blanche. Le duc de Somerset fut arraché de l'autel même et exécuté sur la place publique, son sang s'écoulant dans les caniveaux. Ce n'étaient pas des combattants tombés au champ de bataille. Il s'agissait de meurtres commis uniquement en fonction de la fleur que l'on arborait, de l'interprétation du pouvoir royal que l'on soutenait. Les ouvriers qui peignaient les roses en rouge ne se contentaient pas d'obéir à un caprice royal. Ils illustraient les efforts frénétiques des sujets pour afficher la bonne allégeance politique et ainsi éviter l'exécution. Chaque fois que la reine exige qu'on décapite quelqu'un, elle incarne des siècles de souverains anglais ayant accompli exactement ce geste. Carroll savait que ses lecteurs comprendraient cette allusion. Il leur montrait que le pouvoir brutal et imprévisible de la reine de cœur était indissociable de celui des véritables monarques anglais qui avaient ordonné des milliers d'exécutions pour des raisons politiques. À une époque où la société victorienne se complaisait dans la réglementation et la structure, Carroll osa suggérer que tout leur système de pouvoir était aussi arbitraire et cruel qu'un despote de jeu de cartes réclamant des décapitations. Sa moquerie de l'autorité ne s'arrêtait pas au gouvernement. Elle s'étendait jusqu'aux structures fondamentales de la société, jusque dans les salles de classe où la génération montante n'apprenait pas à raisonner de façon indépendante, mais à se soumettre. Imaginez une salle de classe à Oxford, en 1865, non loin de l'endroit où Carroll enseigna les mathématiques. 12 jeunes filles se tiennent debout, vêtues de tabliers marron assortis, le dos bien droit, les paumes jointes derrière le dos. L'air est imprégné de l'odeur de la craie et de l'appréhension. Elles récitent en parfaite synchronisation la phrase « Comment la petite abeille affairée améliore-t-elle chaque heure brillante ?» Pas une seule ne comprend ce qu'elle dit. Les questions sont interdites. La curiosité est considérée comme de l'insolence. La gouvernante, Mademoiselle Strickland, serre dans sa main une fine baguette en bois qui a déjà frappé 3 paires de jointures ce matin-là pour des questions jugées trop audacieuses. Voilà ce qu'on appelle l'éducation, une répétition mécanique jusqu'à ce que les phrases s'impriment dans la mémoire comme des inscriptions sur des monuments. Une jeune fille, que nous appellerons Margaret,
répétera plus tard ces mêmes vers lors de son mariage, au baptême de ses enfants, sur son lit de mort, sans jamais en comprendre le sens, sachant seulement qu'elle doit les réciter parfaitement sous peine de sanction. Alice commence son parcours comme une enfant victorienne bien élevée, l'esprit rempli de tables d'arithmétique, d'études de géographie et de poèmes vertueux qu'elle a mémorisés par la répétition. Observez ce qui se passe lorsqu'elle essaie d'utiliser ses connaissances au pays des merveilles. Elle essaye de confirmer qui elle est en récitant ses leçons. Laisse-moi réfléchir. 4 x 5 font 12 et 4 x 6 font 13. Sa géographie devient absurde. Londres est la capitale de Paris. Chaque parcelle de savoir standardisé qu'on lui a enseigné s'effondre dans l'absurdité, et c'est là que réside l'astuce. Carroll, le mathématicien d'Oxford, a rendu la multiplication d'Alice techniquement correcte si l'on change de base numérique, une blague mathématique complexe destinée à ses collègues érudits qui développaient des mathématiques de plus en plus théoriques. L'effondrement mental total d'Alice, qui suis-je, devient le mystère central, car tout ce qu'on lui a appris à mémoriser l'a trahi. Carroll montrait que la méthode d'éducation victorienne, qui privilégiait la mémorisation par cœur au détriment de la véritable compréhension, produisait des enfants dont le sens de l'identité pouvait s'effondrer dès que les faits appris devenaient inutiles. La séquence du tribunal, au sommet du récit, réunit les critiques de Carroll. La salle d'audience fonctionne dans un désordre absolu. La preuve n'a aucune allure. Le raisonnement est puni. L'équité dépend entièrement de l'humeur de la reine. Et pourtant, ce n'était pas l'imagination. C'était à peine même de la mochi. En 1856, un incident a troublé Londres. Un événement qui aurait pu sortir tout droit du pays des merveilles. Mary Barrett, une ouvrière du vêtement de Whitechapel, comparaît devant le juge pour avoir pris un pain d'une valeur de 3 pence. Elle avait 3 enfants affamés à la maison et n'avait pas mangé depuis 2 jours. Les preuves étaient évidentes. Elle avait pris le pain. Elle a été condamnée à 6 mois de travaux forcés à la prison de Newgate, où elle est morte du typhus en moins de 3 semaines. La même semaine, l'honorable Augustus Fitzhugh, fils d'un comte, comparaissait devant le même tribunal pour avoir agressé une domestique avec une telle brutalité qu'elle fut incapable de travailler pendant 1 mois. Plusieurs témoins ont attesté de sa brutalité. Il a écopé d'une amende d'1 livre sterling, soit moins que le prix de son champagne du matin, et il est reparti avec pour seul conseil de se comporter en gentleman. Les journaux en ont à peine parlé. Les tribunaux victoriens traitaient régulièrement les affaires avec la même imprévisibilité, où la position sociale comptait plus que les preuves, et où les peines étaient prononcées selon l'humeur du magistrat plutôt que selon la loi. Lorsque Alice se lève enfin et dit « Vous n'êtes rien d'autre qu'un jeu de cartes », elle ne rejette pas seulement des personnalités imaginaires. Elle exprime ce que Carroll considérait comme la réalité fondamentale du pouvoir victorien. Derrière toutes leurs prétentions à l'ordre et au raffinement, les puissants n'étaient rien d'autre que des despotes capricieux jouant avec la vie des gens.